c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis nos studios dans le Périgord. RLP Business, émission 114, votre émission sur l'entreprise, l'économie, le commercial, l'indépendance, l'autonomie, comment se mettre à son compte, comment faire du business et aujourd'hui, comment monter et faire fonctionner une société de courtage et d'assurance. Nous avons avec nous Boris Revardel, courtier BRC Courtage en face de la mairie de Périgueux. Boris, bonjour. Bonjour. Alors, petite chronique économique, parce qu'avec l'Iran, il fallait qu'on en parle. Ne bougez pas, c'est la chronique de la semaine, c'est juste après ça. Les actualités. Guerre en Iran, je voulais vous en parler un peu parce qu'il y aura des conséquences. Ils sont en train de tout détruire, les infrastructures de pétrole, ils ont arrêté les puits parce qu'ils ne pouvaient plus livrer dans les bateaux et donc il a fallu arrêter tout ça. Ça mettra des années à repartir, ça veut dire que tout ce qui vient du Moyen-Orient, que ce soit GNL, gasoil, pétrole, hélium, qui concerne l'engrais, le soufre, l'aluminium, toute une série de matières stratégiques, les livraisons sont interrompues pour plusieurs années au moins. Alors, l'Europe demande aux salariés de réduire les consommations en énergie. Les aéroports européens risquent la pénurie de carburant, kérosène, gasoil, aviation d'ici une semaine. Il y a un ministre italien qui avoue avoir des insomnies parce qu'il dit que nous allons changer de manière de vivre. Très rassurant, le monsieur. Trump fait du Trump. Il faut avoir lu le livre Art of Deal. Il a dit textuellement « Achetez notre pétrole ou bien achetez-vous une paire de machins et allez le chercher vous-même ». Et nouvelle nouveauté, voilà, les tankers qui arrivent des USA pour aller en Europe, comme durant la grande époque du Covid, sont déviés en temps réel pour aller en Asie, puisque la guerre au Moyen-Orient, en fait, impacte beaucoup plus l'Asie que l'Europe, mais bon, ça impacte aussi nos fournisseurs, vu qu'il n'y a plus de pétrole au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et un peu en Australie, que la Chine refuse d'exporter, se garde pour soi, ça va... Enfin, moi, je fais partie des gens qui disent qu'on va se taper un truc absolument hallucinant. Le prix de la guerre arrive sur nos factures. Et j'en parlais juste avant avec Boris Revardel, qui lui, par contre, n'est pas pessimiste comme moi. Là, Boris... La guerre en Iran, l'impact sur l'économie, vous faites de l'assurance et autres, vous êtes au contact de toutes les banques, vous êtes au contact donc de la société, de l'économie, et vous n'êtes pas pessimiste du tout. Non, pas plus Pourquoi que ça. Simplement parce qu'on a déjà vécu des choses catastrophiques au niveau national, qu'on a connu le quoi qu'il en coûte, certes qu'on paye aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, oui, on va payer notre gasoil plus cher, nos billets d'avion certainement plus cher, donc... ce que je vois déjà, ça. Voilà, mais ce que je vois, c'est que plutôt que de partir à l'autre bout du monde, on a un pays qui est magnifique. Peut-être que les gens, au lieu de prendre des billets à 1500 €, dépenseront 1500 € dans des communes alentours, peut-être pas en Périgord. Ce serait bien. Le tourisme du Périgord a explosé durant le Covid. Faut pas l'oublier, ça. Tout à fait. Donc je pense qu'il peut se passer la même chose. Donc je vais parler pour notre paroisse entre guillemets, mais c'est peut-être positif d'un point de vue touristique, d'un point de vue économique. Par contre, pour les grosses entreprises qui ont notamment, je pense aux transporteurs en ce moment, même aux infirmiers libéraux, aux kinés, aux gens qui utilisent leur voiture tous les jours, ou leur camion, ou les autocars, oui, ça va être compliqué parce que la facture énergétique va se reporter sur le client ou le patient. Et donc les professions, notamment les professions réglementées, j'en parlais un instant, les infirmiers, je pense vraiment à eux parce que j'ai une femme qui est infirmière qui a été libérale. Le poste carburant est monstrueux. Ils sont importants en milieu rural en plus. Bien sûr. Ils font le tour de beaucoup de monde, ils ont vraiment un rôle social très important. Donc ces gens-là, ces gens-là vont avoir des difficultés financières puisque leurs prestations sont plafonnées, ils sont gérés par l'État, donc il y a une prise de sang reste au même prix. Alors, les pessimistes disent que le diesel, le gasoil, peut monter à 4 ou 5 €, voire s'arrêter parce que le gasoil est fabriqué à partir d'éléments qu'on reçoit du Moyen-Orient.
C'est tout à fait possible. D'ici là, le gouvernement voulait qu'on passe à l'électrique. Je pense que... Et ils ont des actions, mais c'est pas possible. Là. Il y a un truc là. Oui, il y a quelque chose. Ouais. Mais là, oui, c'est sûr que si on arrive à ces prix-là, je pense qu'il y a le prix des voitures électriques, les ventes de voitures électriques vont augmenter. Ça, c'est pas une certitude. C'est obligé. Après, 4 euros, ça me semble quand même monstrueux. Déjà, si on arrive à 3 euros, ce sera un record jamais atteint. Donc, il y aura des répercussions pour les livraisons et pour les coûts énergétiques. Hein. Oui, mais peut-être qu'on va consommer un peu plus local et moins se déplacer et vivre différemment. C'est tout à fait possible. D'accord, c'est un point de vue. C'est Boris Revardel, courtier BRC Courtage. C'est l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Boris Revardel, vous m'avez expliqué, là vous êtes un Périgourdin natif, vous avez évolué, grandi dans le Périgord, étudié à Bordeaux, vous êtes passé un peu par de la biologie, agent immobilier, et puis après le courtage, c'est ça ? Tout à fait. C'est en fait, né à Périgueux, les études petit à l'école des Romains, pour ceux qui connaissent, sur les hauteurs de Trélissac, et après l'Orgaté, et après un DUT génie biologique et une licence de bio à Bordeaux. Donc voilà, et puis en fait, la biologie c'est sympa, mais c'est sympa quand on partage. Et mon premier job, c'était de regarder pousser des bactéries sur des boîtes de pétri dans une usine bien connue de la Dordogne, où on fait du fromage, notamment du tartare, non loin d'ici. Et ça n'a duré qu'une semaine, j'ai pas supporté, donc le rugby après m'a permis de connaître d'autres personnes, et j'ai eu un poste d'agent immobilier pendant 1 an. J'étais pas bon. J'avais aucune connaissance du métier, j'étais pas... Voilà. Et ça s'apprend, agent immobilier. Hein. Ah oui, il s'agit pas d'ouvrir une porte. Moi, j'avais vendu beaucoup de logiciels à l'époque pour les agents immobiliers, pour Orpi, pour ça, à la grande époque des startups, et j'avais été surpris de voir les requirements, en fait. On demande un niveau de commercial à ces gens-là, il faut vraiment être top. C'est quand on vend des immeubles, des maisons, on fait des placements. Bien sûr. Il y a très peu d'amateurisme. Hein. Non, c'est vraiment un métier à part entière, et aujourd'hui, on a la chance, d'ailleurs, même sur Périgueux, d'avoir franchement un paquet d'agences, mais de vraiment bonnes agences et de bons agents immobiliers. On bosse avec certains, mais honnêtement, dans l'ensemble, il y a vraiment de très bons professionnels. Et ce métier d'agent immobilier me plaisait, mais j'étais pas formé comme il fallait et j'avais pas les connaissances. Et suite à ça, j'ai rencontré ma femme et qui connaissait des amis, et j'ai été embauché dans un cabinet de gestion patrimoniale en tant que secrétaire. Parce que la secrétaire partait à la retraite. C'était Pierrette, je me souviens très bien de son patrimoine, il faut savoir compter les statistiques, on regarde, ça coûte tant, ça rapporte tant, il y a une différence où je peux me placer et je me place. Oui, on faisait aussi de la protection sociale, donc tout ce qui est prévoyance pour les indépendants, mutuelle. Et ça m'a plu. Et donc je me suis plongé dedans, je me souviens passer, pas des nuits blanches, mais presque à lire des documents justement sur les contrats d'assurance, chercher. Et j'ai découvert les assurances emprunteurs à ce moment-là. Donc ça, c'est quand j'étais chez les Causanais à Périgueux, et les assurances emprunteurs, c'était quelque chose d'assez novateur, parce que les banques aujourd'hui commercialisent le crédit avec leur assurance, parce que l'assurance aujourd'hui pèse tout autant que les intérêts du crédit. En PNB, le PNB, c'est le produit net bancaire, c'est ce qui va générer de la rentabilité pour la banque. Et donc forcément, elles essaient de le caser à tous les clients. Et sauf qu'on a le choix aujourd'hui de prendre les assurances à l'extérieur, ailleurs, dans d'autres compagnies. Et forcément, la différence est monstrueuse, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 60% d'économie sur la mensualité. Et donc j'avais commencé à développer ça, et puis petit à petit, ça marchait très très bien. Et un jour, j'ai été repéré par un courtier qui était à l'époque J'emprunte moins cher. C'était le courtier intégré des bourses de l'immobilier. Donc j'ai commencé, j'ai été recruté, voilà. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai su rester 4 ans, et en fait après j'ai créé ma société, ça marchait plutôt bien, et donc à l'époque je remercie encore monsieur Salah, c'était Benjamin d'ailleurs qui m'avait laissé l'opportunité de rentrer dans sa société. Alors j'avais aucune formation, mais j'ai très vite évolué, et un jour en 2013 j'ai créé ma boîte, et j'ai commencé dans mon garage avec un ordinateur et voilà. Hewlett Packard et Apple, voilà. Mais dans le courtage. J'en suis pas là, loin de là. Et je veux pas finir de la même manière, d'ailleurs, pas tout de suite, du moins. Mais non, après, voilà, c'était quand même quelque chose d'assez assez osé. Moi qui suis issu d'une famille tout à fait modeste et de gens qui ont toujours travaillé dans la fonction publique, plutôt à pas prendre de risques. Donc, socioculturel, vous n'étiez pas dans un environnement d'entrepreneur. Du tout. Donc, vous avez dû apprendre sur le tard.
J'ai appris sur le tard et je pense que c'est surtout par le biais de ma femme qui est issue d'une famille plutôt entrepreneuse, entre guillemets. Voilà, et donc elle me disait, mais vas-y, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, de toute façon, il ne faut pas se poser de questions. Parce que l'URSSAF, les papiers, la retraite et autres, c'est pas notre culture, on l'apprend pas à l'école. D'ailleurs, on n'apprend pas l'économie, on n'apprend pas l'argent à l'école en France. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, je sais que je commence à m'y intéresser un peu, mais j'ai passé 50 ans. Donc j'ai perdu des années. Les placements avec les effets d'intérêt sur les placements et tout qui me permettrait d'avoir... Si j'avais été moins bête à 20 ans, j'aurais une retraite beaucoup plus joyeuse pour des sommes assez modiques, en fait, si je regarde bien. Ça, on nous l'apprend pas. Non. Et vous avez dû l'apprendre au contact d'autres personnes qui le faisaient déjà. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est des rencontres. J'ai envie de dire, la vie est faite de rencontres et il faut se n'avoir. Quand on aime les gens, on se nourrit des autres. Et quand on s'intéresse aux autres, on apprend. Et je trouve que dans l'échange et le partage, c'est ça qui est super. C'est qu'on peut très vite évoluer, avancer, avoir des idées et puis se lancer. Sans oublier de rester humain, évidemment, parce que c'est la base de notre société. Alors, avant d'aller sur qu'est-ce que le courtage, on va finir la partie carrière. Vous êtes lancé, vous êtes monté à plus d'une dizaine d'employés, vous m'avez dit. Alors oui, j'avais à un moment donné, j'avais 7 salariés, on était une vingtaine au cabinet. Donc et vous aviez 5 ou 6 agences. Oui, il y avait des agences un peu partout et en fait, la problématique c'est qu'il y a la gestion de l'humain, il y a une crise qu'on a bien connue, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Notre ami le Covid est passé par là et au final, il y a eu pas mal de problèmes économiques d'un point de vue national. On a eu aussi une remontée des taux, c'était il y a 2-3 ans. Du coup, augmentation des taux, la Banque de France avait pas bougé son taux d'usure, donc il y a pratiquement 6 mois on n'a pas pu travailler. Le taux d'usure, donc c'est le taux maximum au-delà duquel une banque peut prêter. C'est la Banque de France qui le fixe. Et le problème, c'est que là, on était au-dessus du taux d'usure à chaque fois, donc les dossiers ne passaient pas. Ah oui. Donc là, il a fallu, oui, effectivement, prendre des décisions. Et je pense qu'on devient vraiment chef d'entreprise le jour où on licencie quelqu'un. Entrepreneur, c'est aussi une boîte à perdre, ce n'est pas que du succès, c'est aussi savoir rebondir sur un échec. Les Américains le disent, en fait, tes échecs font que tu deviens un bon entrepreneur. Oui, je pense que ça y fait. Après, je pense qu'on n'est jamais un bon entrepreneur, on apprend tous les jours. Ah oui. Mais par contre, voilà, entre guillemets, licencier quelqu'un qu'on aime et qui fait bien son boulot, c'est affreux. Ah, c'est affreux. Moi, quand j'ai fermé, j'ai dû en recaser 3. À la limite, je pleurais, quoi. C'était je ne payais pas, je les payais eux. J'ai appelé tous les copains pour qu'ils aillent chez eux. Moi, je dormais plus et même j'ai essayé notamment pour ma secrétaire, j'ai essayé de lui retrouver un emploi dans une autre boîte. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai retrouvé un emploi, donc elle est partie le vendredi, elle a embauché le lundi. Oui, ça c'est bien. Voilà. Oui, parce que. Voilà. Mais bon. Et donc aujourd'hui, on est de nouveau une dizaine, mais il n'y a plus qu'une salariée, Vanessa, et qui est au bureau, elle, depuis 2017. Bon, là j'en profite parce que j'en tiens un, là, y aller comme ça dans son garage. Le premier employé, c'est un cap. Le premier administratif qu'on embauche, c'est un cap aussi. 3-4, en fait, c'est à partir de 5-6 que c'est un peu plus confortable parce qu'on peut avoir un peu plus droit de marge à l'erreur et autres. Mais par contre, le métier change. Vous confirmez ? Oui, alors moi je l'ai pas trop senti parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé étaient franchement formidables et c'est vraiment un esprit de camaraderie et certes, je suis le responsable de la boutique, mais chacun sait ce qu'il a à faire. S'il fait pas son boulot, de toute façon, ça va se voir. Ouais, c'est comme sur un terrain de rugby. Moi je me suis lancé, j'ai pris mon local, j'ai dû amener 4 trimestres, plus le mobilier. Plus quelques mois d'avance de salaire, je l'ai senti passer. Le premier employé, c'est quelque chose quand même. Bien sûr. Ah oui. Et puis il y a la pression de savoir si à la fin du mois on va pouvoir payer tout le monde quand ça va mal. Enfin, c'est compliqué. Mais en fait, d'un point de vue humain, je pense que l'humain est le plus dur à gérer. Mais après, ça dépend comment on le prend. Je pense qu'il faut aussi prendre du recul parce que tout le monde a ses problèmes. Si on ramène les problèmes de la maison au boulot et du boulot à la maison, c'est sûr que ça peut pas marcher. Pour un entrepreneur qui va débuter, vous allez lui dire les étapes que vous avez senties, vous, les moments charnières, c'est lesquels ? Premier local, premier employé, c'est quoi les moments charnières en fait, l'entrepreneur qui est en expansion ? Ce qui est le plus compliqué à gérer, effectivement, c'est la prévision des charges. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, mais un employé, c'est une charge.
certes, ça permet de diminuer sa masse de travail qu'on a au quotidien, donc on dilue le travail. S'il est productif et qu'il ramène du business, quelque part, on va gagner de l'argent, c'est très bien, jusqu'à un certain stade, mais il faut pas oublier qu'un salarié, derrière, il y a des charges URSSAF. Pour un indépendant, c'est pareil, il y a le SSI, donc au final, ce qui est très piégeux, c'est la première année, on a un forfait. Donc ce forfait, il est absorbé, je m'en souviens même plus, mais je crois que c'était 2500 € sur l'année ou 2500 € par trimestre. Et en fin de deuxième année, là, on reprend votre chiffre d'affaires de la première année, que vous avez déclaré, celui de la deuxième année, plus la provision pour la troisième année. Donc en fait, l'appel de charge en fin de deuxième année est sur 3 ans. Et c'est pour ça qu'une grande partie de sociétés ferment avant la troisième année. C'est ça. Il y a beaucoup de sociétés qui ne tiennent pas 3 ans parce qu'en fait, les rappels de charge sont monstrueux entre la 2 et la troisième année. Et puis on change de métier. Avant, on était le productif, on était celui qui faisait le métier, et on devient plus ou moins un gestionnaire, soit de personnes, soit de chiffres. On s'occupe de beaucoup de paperasse, on regarde les tableaux Excel, on regarde les chiffres. C'est plus le même métier. On continue à produire, mais il faut aussi garder du temps pour faire la compta, pour faire les réunions, les formations. La formation est très très importante dans notre métier. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Le courtage en crédit, pour donner un ordre d'idée, on était, il y a 25 ou 30 ans de ça, on était allé à peine à 10%. Aujourd'hui, on est à 40% de part de marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 40% des crédits en France qui passent par courtier. Et quand on regarde dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, on est à plus de 70%. Donc en fait, on a encore une marge d'évolution qui est énorme. Quand j'étais en Asie, on ne passait quasiment que par les courtiers. Pour la protection sociale, pour les assurances. Tout à fait, oui. Donc on a encore une marge de progression qui est énorme. Et les banques, d'ailleurs, ouvrent et ferment les robinets, entre guillemets, en fonction de ce qu'elles ont besoin. Donc quand elles ouvrent le robinet, elles baissent les taux, elles sont très facilitantes. Quand elles le ferment, les taux augmentent et puis là, elles sont beaucoup plus regardantes. Et elles sont régies par les normes, notamment HCSF, qui les bloquent dans leur liberté de pouvoir prêter ou non à certaines personnes. Un exemple tout bête, je sais pas moi, un médecin qui gagne 10 000 € par mois, s'il est endetté à 50%, il lui reste quand même 5 000 € par mois pour vivre, ce qui est énorme. À l'inverse, un monsieur qui est au SMIC, une dame qui est au SMIC et qui est endettée à 33%, il va lui rester à peine 1 000 €. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la notion de reste à vivre qui est très importante, mais ça, dans les normes HCSF, ils n'en tiennent pas compte. Donc en fait, aujourd'hui, les banques, même quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, le taux d'endettement maxi, c'est 35%. Elles ont des dérogations possibles pour quelques dossiers, mais c'est dommage parce que la personne qui veut investir, qui veut développer son patrimoine immobilier ne peut pas le faire. Donc il y a d'autres solutions qu'on connaît avec des montages de sociétés, etc. pour contourner ce problème-là, mais ça reste une problématique. Alors vous allez aussi jusqu'à l'optimisation fiscale et ce genre de choses ? On en fait, oui. On en fait parce qu'on a un deuxième cabinet. Donc, vous êtes passé en gestion de patrimoine. Oui, donc vous ça avez fait dû apprendre 10 ans. choses. Ça fait 10 ans là, qu'on a créé notre cabinet qui s'appelle C2R avec Hugues, mon associé. Et on fait de la protection sociale principalement du chef d'entreprise, donc mutuelle prévoyance, retraite et aussi du placement. Et pépins, grosses maladies qui empêchent de bosser, ce genre de choses. Tout ça en cours, oui, bien sûr. Ça se prévoit. Alors justement, parfait, transition, elle est parfaite. Le courtage, BRC, qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Et comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on finance des clients particuliers et professionnels. Le particulier, ça peut être quelqu'un qui achète sa résidence principale, donc on appelle ça des primo-accédants, souvent la première acquisition. Ça peut être pour faire du locatif, de la résidence secondaire, ça peut être de la défiscalisation, ça peut être des travaux par exemple. Et après, on fait aussi du professionnel, donc création d'entreprise, rachat de murs, part de société. Donc on finance vraiment... C'est large, on ne fait pas de préconso. Donc sur votre site, j'ai vu crédit au particulier pour achat, renégociation, constitution SCPI, sous VFA, défiscalisation, rachat, primo-accédant, etc., défiscalisation en Pinel, projet de travaux, renégociation de prêts, professionnel, achat fonds de commerce, renégociation, création d'entreprise, achat matériel et assurance de prêt pour particuliers professionnels. En fait, c'est extrêmement large ce que vous faites. Vous revendez les produits des autres, vous faites de la personnalisation. Qu'est-ce que c'est en fait que Que veut dire le mot courtage ? Courtage, aujourd'hui, l'avantage du courtier, c'est qu'il travaille avec toutes les banques. D'accord. Quand vous êtes client, je ne vais pas citer une banque en particulier, mais d'une banque, vous allez demander le crédit à votre banque. D'accord. Votre banque va vous délivrer un prêt. Mais qui vous dit que ce qui vous délivre est
qu'est-ce qu'il y a de mieux sur le marché. Il faut aller les faire une par une, en porte-à-porte. Eh bien, bonne chance. si vous avez 1 mois et demi ou 2 mois pour le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a accès à toutes les grilles de taux en temps réel, aux conditions de marché, au choix des banques aussi, parce qu'il y a des banques qui vont plutôt cibler des chefs d'entreprise, d'autres... Et via le volume, vous avez des conditions préférentielles ? On a des conditions... Alors, c'est des conditions préférentielles, oui, qu'on a pour tous vous les allez au courtiers. Crédit Mutuel, par rapport à moi, vous avez un meilleur taux ? Oui. Parce que c'est vous et que vous avez un volume, donc vous... Oui, on a des conditions spécifiques. Et après, l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on connaît vraiment tous les produits bancaires. J'ai reçu un client ce matin, adorable, mais bon, 74 ans et madame 72, donc projet de construction. Ils ont le terrain déjà, ils ont une retraite sympa, voilà, ils ont des revenus. Mais à cet âge-là, en fait, assurer des gens de cet âge-là, c'est très compliqué. Et les banques aujourd'hui, elles freinent des cas de fer parce que on est sur des âges quand même assez importants, mais il existe des solutions. On a une banque aujourd'hui qui est capable de vous prêter, à partir du moment où vous avez 30% d'apport et plus de 60 ans, de vous prêter donc la totalité de la somme dont vous avez besoin, sans assurance. Donc en fait, si je résume, lorsqu'on veut emprunter, ou lorsqu'on veut renégocier un prêt, ou lorsqu'en fait, de manière plus générale, on a un projet dont on n'a pas la liquidité tout de suite sous la main, on vient vous voir et vous connaissez les mécanismes, vous avez de multiples interlocuteurs et vous pouvez voir sur votre ordinateur en temps réel quelles sont les meilleures solutions. C'est ça, j'ai compris ? Tout à fait. Okay. C'est très bien synthétisé. Donc on est sur ça. Oui, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Et donc on comprend ce que c'est que le courtage et autres. Très bien. C'est parfait. Être courtier, c'est intéressant comme métier. Je veux dire, ça rapporte. Il y a de la place. Il y a de la place pour payer 10 personnes. Il y a de la place pour se faire son espace à soi, payer sa propre maison, gagner sa vie en fait en faisant ça. Oui, bien sûr. On se place entre le client et un vendeur. Donc on devient intermédiaire. Il faut vraiment qu'il y ait de l'optimisation et des bonnes conditions de préférence pour pouvoir se dégager sa marge. Ah oui, tout à fait. Nous, on est payé sous forme d'honoraire qui est compris dans le financement. Donc en fait, le client, lors de tous les rendez-vous préparatoires, il y a le premier rendez-vous où on prend connaissance, on commence à préparer le dossier. En général, on récupère les pièces du client, on les analyse, on fait des retours parce que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tous ces rendez-vous, le rendez-vous aussi en banque, parce qu'on fait le rendez-vous banque avec le client, avec le nouveau conseiller, la mise en place du crédit, etc. On envoie les offres de prêt au notaire. Tout ça, en fait, ça fait partie de notre package et on a un honoraire qui est compris dans le financement. Et nous, on est payé qu'à la fin, le jour où les clients sont propriétaires. Ça, c'est votre valeur ajoutée, c'est votre création de valeur. Oui. Mais votre création de valeur vous rend tout de même moins cher que l'emprunt bête et méchant qu'on fait à telle ou telle banque ? Oui. D'accord. En gros, il y a entre 5 et 10% régulièrement d'économies juste sur la partie intérêt. Avec les services en plus. Avec les services, oui, avec les services en plus. En fait, vous êtes un spécialiste des produits bancaires. Parfois, vous connaissez peut-être même mieux les produits des banques que la personne du guichet. Sur certains sujets, sur le crédit, oui, ça j'ai pas honte de le dire, oui, ça arrive souvent. Mais après, je leur en veux pas et c'est normal, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui bossent en banque qui ont une multitude de choses à savoir. C'est ça. Ils spécialisent un secteur. Voilà, ils vendent de la vidéosurveillance, ils vendent des voitures, ils vendent des téléphones, de l'assurance et du crédit, mais en fait c'est impossible de tout connaître. Nous, c'est vrai qu'on connaît très bien le crédit. Votre modèle, c'est l'hyper spécialisation en fait. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Est-ce que, donc vous êtes dans ce métier depuis maintenant une bonne 15 ans 20 ans. Non, ça fait 20 ans. 20 ans. Est-ce que le marché, l'économie française est la même depuis 20 ans ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans ce métier depuis 20 ans ? Oui, il y a eu un âge d'or. Où franchement, il y avait énormément de volume, de dossiers. Tout le monde voulait sa résidence principale. Les prix des maisons étaient bas. Le coût de la construction était bas. Enfin, tout allait bien. On va dire qu'il y avait un rapport revenu-coût qui était favorable à l'acquisition. Aujourd'hui, on arrive dans un système où les revenus sont corrects, mais l'inflation sur l'immobilier a tellement été énorme que on arrive à une situation où il y a beaucoup de biens qui se vendent, mais à des prix plus faibles. Alors après, il y a bien sûr des gens qui ont pas mal de cash et qui achètent des grosses maisons, mais aujourd'hui, l'emprunt moyen est certes un peu plus élevé qu'avant, parce que le prix des maisons ne baisse pas, mais surtout il y a une petite augmentation des taux parce qu'on a été mal habitué. On a connu les taux pratiquement à 1% il y a quelques années. 1,6. Voilà, entre 0,9 et 1,5, on était c'était en gros une moyenne au niveau national, c'était excessivement bas. Donc il y a une remontée des taux et les taux d'aujourd'hui sont des taux tout à fait normaux.
un taux correct aujourd'hui, c'est entre 3 et 4%. Donc on est il y a 3,06, j'ai vu actuellement. Alors, on va faire une petite parenthèse. Vous faites beaucoup d'immobilier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui. Vous faites beaucoup de taux dans l'immobilier. Et le taux d'emprunt actuellement, j'ai cru voir passer sur Internet, il est à 3,6 ou à 3,06, je ne sais plus. 3,60. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle toujours des durées longues parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui empruntent sur des durées supérieures à 20 ans, entre 20 et 25 ans, notamment tous les primo-accédants. Donc oui, on est sur du 3,60 sur 25 ans, mais bon, j'ai encore eu une simulation hier à 3,30. Donc en fait, ça dépend des dossiers. Chaque dossier, chaque banque en fait applique sa politique de taux, et c'est pour ça qu'il faut bien travailler les dossiers en amont avant de les envoyer pour pouvoir optimiser les taux. Petits chiffres, grosses conséquences, parce qu'on passe à 4,6 à côté et le remboursement, c'est pas le même. C'est ça, effectivement. Parce que c'est un remboursement mensuel et sur la durée, sur un prêt de 25 ans, il y a 300 échéances. Si vous avez, je dis n'importe quoi, mais une différence de 30 € sur la mensualité, à la fin, ça fait presque 10 000. Oui. 10 000 € d'intérêt en moins, c'est énorme. Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. En 20 ans, il y a plus de règles, il y a plus de contraintes. Est-ce que vous pourriez vous lancer aujourd'hui comme vous l'aviez fait il y a 20 ans ? Je pense que c'est tout à fait possible, mais après j'ai envie de vous retourner la question. En 20 ans, est-ce qu'en France il n'y a pas eu plus de règles et plus d'administratifs on en parle ici beaucoup. Voilà, il y a une ultra-régulation qui empêche de faire beaucoup de choses. On est dans la même situation évidemment dans le courtage. Aujourd'hui on est régulé, réglementé, contrôlé, et les banques le sont aussi. Donc du coup forcément si les banques le sont, on est impacté. Ça crée du business aussi pour les experts des régulations. On crée des nouveaux métiers en fait tout le temps. Ouais. C'est bien, on a une économie. Travaux finis. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ok. Le marché, l'économie, là, comment ça se passe en ce moment ? La Dordogne, le Périgord, là, comment ils vont ? Qu'est-ce que vous avez vu depuis 6 mois, 1 an là ? Ça achète toujours Oui, si, ça achète toujours. J'étais hier matin en réunion là, d'un groupe d'affaires du MEDEF, là, Affaires & Co. C'est très intéressant. On a fait le tour, donc on avait le choix entre le soleil. Le temps un peu nuageux et l'orage. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient sous le soleil, donc c'est quand même bon signe. D'accord. Mais on est sur une activité qui est en dents de scie. Donc d'un coup, on est submergé de contacts, ça n'arrête pas. Ça en est même inquiétant parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir traiter tous les rendez-vous et être à jour dans nos dossiers. Et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi le téléphone ne sonne plus. Et pop, ça repart. En fait, il y a un effet d'annonce, notamment à cause des médias, qui est énorme. Il y a un effet psychologique sur l'économie. Et cet effet psychologique, en fait, on le ressent surtout chez les gens qui regardent la télé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent la télé, mais quand vous allumez la télé le soir, vous voyez guerre en Iran, hausse des prix du carburant, hausse des taux d'intérêt, marché de l'immobilier en berne, etc. Enfin, c'est la chronique qu'on a en début d'émission. Oui, mais il faut arrêter parce que ça a toujours existé, il y a toujours eu des hauts et des bas, mais là, je trouve qu'à force de creuser psychologiquement dans le mauvais et le négatif, on fait pas du bon boulot. Normalement, au printemps, les gens se positionnent pour intégrer un nouveau logement durant l'été. C'est une période faste, je pense. Là, actuellement, le début de printemps, là, comment il se place ? On a fini l'année de manière excellente. Les derniers mois de l'année étaient très bons. Janvier, excellent. Février, on a eu un petit flop au 15 février. Pendant les vacances de février, c'était un peu plus calme. Et là, je faisais le point avec ma collaboratrice Vanessa hier. Je crois qu'on a une vingtaine de dossiers à gérer à tous les deux, ce qui est énorme. D'accord. C'est beaucoup. Donc non, moi je suis plutôt content, ça va bien. Après, on a interrogé vos collègues, ils ont dit que de toute façon en période de crise, les gens des villes vont vouloir venir ici, donc le marché n'est pas forcément très impacté. Donc, non, et puis les agents immobiliers que je croise, j'en ai encore vu un ce matin là, Laurent de chez Ilea, s'il nous écoute, il était plutôt très content. Sa collègue a encore vendu hier, je crois. Donc non, il y a de la transaction qui se fait. D'accord. Mais il y a un gros problème en fait, c'est un problème psychologique. Il faut arrêter de regarder ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors oui, on le voit à la pompe, mais bon, au final, on n'est pas malheureux. On a encore de l'eau chaude, on a de l'électricité, on a à boire, à manger, donc tout va bien. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent qu'il faut développer et capitaliser sur le Périgord vert, nord du département, où les biens sont encore pas forcément extrêmement chers, pas au niveau du Périgord noir, et qui a un potentiel touristique? Vous le voyez, ça? Il y a un potentiel là-bas? C'est là-bas l'avenir immobilier? L'avenir, il est partout, en fait. Il est partout où il y a effectivement une possibilité touristique. Donc je pense que oui, le Périgord vert aujourd'hui offre de multiples avantages, notamment les paysages et aussi l'architecture. Donc oui, il y a des possibilités. Boris Révardel, on vous trouve comment? Rue Wilson, au 14 à Périgueux. En face de la mairie. Tout à fait. BRC,
comme Boris Révardel Courtage. Tout à fait. Voilà, il y a tous les collaborateurs, il y a les téléphones dessus. Si les gens, après ceci, ils veulent aller vous voir pour vous poser des questions, ils le peuvent. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et à tout le monde, les auditeurs, la suite des programmes sur RLP la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.